Les mythes ont-ils un genre? En France, la question a été soulevée par un certain nombre de comparatistes. Véronique Gély, rêvant à un dictionnaire générique des mythes littéraires, concluait à la difficulté d'une telle entreprise, la plupart des mythes se développant dans plusieurs genres et médias, comme le prouvent les recensements de The Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts, qui est paru en 1993. Pourtant, la question de l'articulation d'un mythe avec les genres où il s'actualise est pertinente, notamment pour le mythe des Amazones, qui se déploie aux marges du monde grec, dont il met en cause les fondements. Les deux textes que j'examinerai appartiennent à des genres romanesques autorisant l'invention de mondes hypothétiques, presque possibles, car inscrits aux marges de notre réalité, et invitant le lecteur à reconsidérer notre monde à travers le prisme d'une expérience imaginaire, mais peut-être aussi jouissive, où se reconfigure le mythe amazonien. L'un est une fiction post-apocalyptique où de modernes Amazones tentent de survivre. L'autre, une uchronie dystopique dont le postulat est que les femmes ont pris le pouvoir au Benelux depuis plusieurs années, donc Kérini est un auteur belge, mais c'est aussi une farce cruelle, donc la dimension farce est également importante. Écrit à 30 ans d'écart, Le repos de Penthesilée de Natacha Michel et Les Assoiffés de Bernard Kérini fabriquent des univers fictionnels dans lesquels les femmes se sont séparées des hommes pour former une communauté féminine aux dimensions variables. Un groupe nomade de quelques milliers d'individus, un État, un empire, refermé sur lui-même où les hommes sont dominés, voire éliminés. La sororité comme mode de relation entre femmes et comme éthique est représentée dans ces romans de manière ambivalente, constituant tantôt un modèle social utopique, tantôt un modèle fortement dystopique, à partir desquels les liens entre hommes et femmes sont donnés à voir dans une perspective critique que le choix du genre littéraire radicalise. Mais on peut également se demander si les mythes, en tant que récits élaborant et structurant les imaginaires collectifs, sont genrés et comment. Quand le mythe des Amazones met en crise un ordre social lui-même fortement genré, est-il masculin ou féminin? Dans son introduction à Réalité et représentation des Amazones, un collectif de 2008, Sylvie Steinberg rappelle que pour l'école anthropologique française, le mythe des Amazones a été un mythe d'inversion, où se cristallisait, comme le formule Nicole Laureau, le cauchemar des cités grecques. La fable relèverait alors d'une mythologie masculine, légitimant l'enfermement des femmes et l'inégalité des droits entre sexes. Elle est structurée en deux temps, on en a parlé déjà plusieurs fois, et fait d'abord imaginer et redouter diverses formes d'émancipation féminine. Sécession, grève du sexe, je pense à Lysistrata qui a une fortune littéraire très importante, armement des femmes, combat contre les hommes, gynocratie, contrôle de la reproduction qui va parfois jusqu'à l'élimination des enfants mâles. Le deuxième mouvement est le retour à l'ordre patriarcal qui implique la soumission ou la destruction des Amazones. Donc on a parlé d'Héraclès, mais Dionysos les extermine à Éphèse et Samos selon Plutarque, Thésée les écrase à Athènes, et Penthesilée est abattu par Achille devant les murs de Troie chez Quintus de Smyrne, une victoire qu'Heinrich von Kleist va lui attribuer dans la tragédie qui a été évoquée par Léa et qui a inspiré précisément à Natacha Michel son roman. Mais si le mythe amazonien apparaît à l'origine comme une construction imaginaire et idéologique masculine légitimant la domination des hommes, il a connu au cours de l'histoire de sa réception créatrice, nous l'avons donc évoqué à plusieurs reprises, des inflexions idéologiquement très éloignées de ce qui prévalait dans le monde grec, jusqu'à devenir un mythe d'émancipation que les femmes se sont appropriées. Mythe d'inversion par rapport à la réalité sociale, conservateur dans ses mises en œuvre et ses usages référentiels, ce mythe serait donc devenu ce qu'on pourrait appeler un mythe féminin de projection, destiné à promouvoir un nouvel ordre social, reposant sur des valeurs comme la sororité, un idéal communautaire ayant pour socle la non-soumission des femmes aux hommes. La montée en puissance de ce mythe féminin a accompagné les transformations sociales tout en favorisant la production de récits où pouvait se dire l'homosexualité féminine qui est un peu évoquée dans les deux romans que j'ai examinés. Cela ne signifie pas pour autant que le mythe masculin d'exclusion des femmes du champ social et politique aurait été remplacé par un mythe féminin d'émancipation. Et certaines œuvres mettent en tension le pôle masculin et le pôle féminin d'un mythe amazonien où le cauchemar des uns est l'idéal des autres, où l'utopie émancipatrice est toujours réversible en dystopie. Les deux fictions que je vais examiner jouent avec habileté de la bipolarité du mythe du point de vue du genre, en l'actualisant dans un temps qui n'est pas le nôtre, futur proche ou présent parallèle, pour décrire des communautés de femmes identifiées ou identifiables comme Amazones,
à travers leur histoire et leurs récits de fondation, leurs croyances, leurs relations aux hommes et aux enfants, mais aussi la façon dont elles vivent entre elles, organisation politique et sociale, sexualité. Le repos de Penthesilea de Natacha Michel nous fait imaginer un monde dont le paysage urbain et les structures politiques ont volé en éclats après une guerre atomique éclair. Des Amazones, groupe politique apparu dans le contexte de la montée du péril nucléaire et conduit par Penthesilea, y survivent en communauté nomade selon un idéal de sororité résistante. Marginalité inquiétante et violente sont les repères immédiats de Pierre Indémini, un des personnages du roman, lorsqu'il demande à Uranie, jeune femme à peine entrevue dans une Europe qui se prépare à la guerre, aussitôt aimée, qui elle est, et qu'il obtient pour réponse un nom qui fait remonter en lui ses souvenirs. Je cite « Les Amazones commençaient à faire parler d'elles, jaillies du temps présent comme d'un fond reculé de l'histoire, couvertes de dévastation auprès desquelles le cut-up man américain faisait effet de bluette, ayant tenu la une des massacres non identifiés, défrayant le bulletin, insaisissable, multiforme, poussant la ruse jusqu'à n'être qu'une qu'on appelait de ce nom. Pierre, jusqu'à très récemment, les avait prises pour des brigands femelles. Il se surprend à trouver belle Uranie, alors que, je cite, par un préjugé bien ancré, l'activiste restait virago. Mais le roman ne commence pas avec l'histoire d'amour de Pierre et d'Uranie, dernière histoire avant la catastrophe, qui occupe une centaine de pages au cœur du roman et est racontée en 6 tableaux réunis sous le titre « Le musée des Amazones ». Il s'ouvre avec l'évocation de la guerre, ou plus exactement du monde d'après le déchaînement des bombes, où des villes soufflées ont laissé leurs fossiles immédiats. Alors, j'ai tissé mon texte de beaucoup de citations, je ne pourrais pas dire à chaque fois je cite, mais bon, sachez-le. Des Amazones à cheval, Protoé l'éclaireuse, Penthesilea, Méroé, leurs compagnes, des enfants de guerre, filles et garçons mêlés, se frayent un chemin entre des blocs de HLM, un reste de métro qui forme un compost d'endroits. La guerre a 2 ans, note le narrateur, avant de préciser la situation des Amazones dans le conflit, prise entre des ennemis jumeaux. Est et ouest, avançant de halte en halte, évitant jusqu'aux partisans qui évoluent dans la même zone barrée de la carte, proche d'eux pourtant, par un refus d'obédience commune aux puissances, élevant leurs enfants dans de brefs répits, leur donnant des concentrés de vie, de tendresse et de savoir. C'est une citation. Elles sont, comme l'a écrit Alain Badiou, qui est une proche de Natacha Michel, des errantes ralliées à elles-mêmes, n'ayant plus comme repère, dans ce monde défait et précaire, qu'une identité féminine à laquelle il s'agit de donner forme et force à travers des rites, des récits, une mémoire partagée. La communauté des Amazones apparaît comme un lieu de préservation de la civilisation et d'éducation, organisé autour de l'hôpital, mais surtout du musée, où est déposée la légende que favorisait cette troupe de terribles guerrières, sorte de mythe, récit de l'amour ultime d'un homme et d'une femme, conservé dans toutes les mémoires, épopée qui est aussi et paradoxalement histoire intime. Ces Amazones ont fait sécession et vivent entre elles, avec les enfants nés et conçus avant la guerre, comme aussi les hommes vivent entre eux désormais, et notamment ces partisans que le lecteur va découvrir dans la 2e partie du roman et qui comptent parmi eux Achille, Ulysse et Pierre Indémini. Lucides quant à l'imminence de la catastrophe, elles ont pensé et agi dans une logique de survie, recyclant l'ancien tombeau d'Agamemnon à Mycène, qui est un haut lieu du patriarcat, en souterrain dont elles ne savent pas s'il sera efficace contre les bombardements, expérimentant des cultures invisibles. Penthesilea est la théoricienne et la fondatrice du groupe devenu Horde errante, celle qui a appelé les femmes à reprendre les armes, celle qui a suscité les premiers aliments et créé la communauté de Mycène, celle autour de qui d'autres femmes se sont agrégées après la catastrophe. Le récit cadre reprend lorsque s'achève le 6e tableau, Pierre perdant Uranie, Uranie morte ou vivante, récit de la séparation non voulue d'un homme et d'une Amazone, couple fragile d'amants, figure utopique de la réconciliation des sexes peut-être. Le lecteur découvre le camp des partisans, où court la nouvelle, incroyable, elles sont là. Nous avons faim, donnez-nous des vivres, demande Penthesilea aux partisans réunis là, dont certains savent que dans ces rangs, il y a des sœurs, passionnément aimées, qu'ils ont encouragées à partir, comprenant leurs projets, mais ne se remettant toujours pas de leur départ, de ces 5 années de dissidence. Les autres reconnaissent l'épouse divorcée, l'ancienne compagne. Et cette confrontation fait revenir le détail odieux, les scènes, torts, accusations. Hommes et femmes se regardent, se souviennent, tandis que le narrateur décrit Penthesilea, inconnue fantasmée par les hommes en furie solaire, effrayante, épuisée ou triomphante à travers son appel aux armes. Son histoire et celle des 10 000 femmes armées cheminant à travers l'Europe,
les campements introuvables de sa république itinérante. Mais elle est ailleurs, ni engendrée par l'homme, ni rachetable par lui, écrit Natacha Michel, forte parmi des compagnes, avec Protoé à ses côtés, dont on disait qu'elle partageait son sort. Le mythe masculin et le mythe féminin des Amazones s'opposent dans l'écart creusé entre les représentations et attentes masculines à propos d'elles et ce qu'elles sont à elles-mêmes. Séparées des femmes, sans espoir de réconciliation, les hommes contemplent cette tentative d'exister qui venait battre contre eux, vaincre ou perdre sans recours, avec respect, comme Pierre comprend qu'elles sont des femmes que la guerre avait rendues à elles-mêmes. Dans ce royaume féminin, Pentésilée, reine et présidente, ainsi la nomme Achille, est une parmi ses sœurs, toutes ces femmes venues de l'humanité, sans autre substance que leur identité. Or, cet équilibre sororal, fondé sur le partage des ressources et d'un projet commun, est menacé par l'irruption d'Achille, dressant devant elle, Pentésilée, les signes de l'ancienne virilité dans une sorte d'innocence déchue, certains d'une différence radicale entre hommes et femmes, et qui lui propose de se joindre au débat sur la situation présente contre des vivres. Pour Protoé, toute participation serait un retour dans le rang et la fin du grand projet. Même refus chez Ulysse, qui n'a plus en tête que l'idée de faire arrêter Achille. Alors que l'opposition entre les camps se radicalise, une attaque extérieure a lieu, précipitant partisans et Amazones dans un combat chaotique où Achille et Pentésilée vont combattre et s'aimer. Les 25 dernières pages du roman retrouvent alors le rythme frénétique de la tragédie de Kleist et sa terrible issue. La bataille fait rage et les deux combattants se provoquent, se suivent, à tel point qu'on ne savait plus s'ils voulaient s'exterminer ou se rejoindre. Achille découvre Pentésilée semblable à lui. Pentésilée le désigne comme le seul allié possible, en appelant au combat partagé avec lui, troublant ses compagnes sur le sens d'une telle décision. Est-ce une ruse supérieure ou de la folie? Protoé tente de la ramener au projet amazonien, évoque une trahison de l'idée amazone, leur amitié qui jamais ne fut lien. Mais surtout, elle lui rappelle sa place au sein de la communauté. Tuerons ce qui nous appartient comme si cela t'appartenait, mais tu n'es rien, rien que nous autres. Mots qui disent la nature égalitaire de la sororité amazonienne, en dépit des rangs et fonctions que chaque femme assume pour le bien de toutes. Elle lui rappelle encore ce qu'elles ont accompli en créatrices d'elles-mêmes, congédiant l'utopie puisqu'elles étaient là, ensemble, autonomes, et la perspective de nouveaux soulevellements de femmes. Mais ce bonheur, décrit par sa sœur, le terme est dans le texte, s'oppose sur le mode du dilemme au bonheur avec Achille, dont l'idée provoque en elle un soulèvement que n'apaisait plus le galop. Lorsqu'Achille se présente, Protoé tente d'argumenter et de faire peser le chemin parcouru par elles toutes contre le mystère d'un instant, ce qui se passe entre un homme et une femme. Elle supplie, obtient de lui qu'il jure de ne rien faire qui puisse changer le cours des choses, qui voulait que Pentésilée l'Amazone, conduisant et conduite par ses sœurs, trouve l'errance promise. On voit comment le mythe masculin semble ici se reconfigurer avec l'apparition du héros viril, séduisant la souveraine et la retournant contre sa communauté. Pourtant, de même que dans la tragédie de Kleist, autre chose s'invente dans l'intimité de la tente et de la trêve, Pentésilée raconte leur histoire commune à Achille, rendu enfin curieux par l'amour, comme elles ont surgi sans exemple, sans précédent, devenant la souche libre des femmes sur cette terre, sans ancêtre, sans mère, se mutilant le sein en signe de reconnaissance, car elles étaient femmes quelconques, venues de partout, étrangères, nationales, des campagnes et des villes, admises parce qu'elles venaient. Dans ces lignes, le mythe amazonien féminin prévaut, fondant un idéal de vie communautaire et égalitaire entre femmes. Mais tandis que Pentésilée s'émerveille après l'acte d'amour qu'il y ait deux genres différents, déjà la trêve s'achève. Une nouvelle attaque extérieure survient et Achille part au front. Malgré ses blessures, Pentésilée se précipite à sa suite avec ses chiens. Elle veut combattre, se mesurer à lui dans le combat mené contre d'autres, pleinement son égal. Mais Achille, à peine arrivé à la côte, est saisi de plein fouet par une rafale qui déchiquette son corps, ouvrant la voie aux dents des chiens. Pentésilée le supplie de ne pas mourir et, comme possédé, se presse sur le corps de l'homme, poursuivant son souffle dans ses blessures, avant de dévorer son cœur en un acte qui égalait sa mort. L'image, très proche de celle qu'a figurée Kleist, prend un sens différent, alors même qu'elle semble cristalliser précisément le cauchemar des hommes, et donc le mythe masculin dans sa partie la plus inquiétante. Et c'est sans doute parce que le mythe n'est plus ni féminin ni masculin, donc on rejoint la question de l'androgyna, dans son actualisation à la fin du roman.
Le repos de Penthesilée propose, à travers l'exploration des aspirations de l'Amazone, un modèle de projection qui serait celui d'une égalité exigeante et librement consentie entre hommes et femmes, modèle utopique, mais qui ne trouve à s'incarner ici que dans l'espace clos de l'attente, le temps d'une brève et peut-être illusoire trêve. Le roman de Bernard Querini, Les Assoiffés, joue aussi les deux genres du mythe dans une fiction plus sombre encore. Nous sommes au début du XXIe siècle. Quelques personnalités, 4 hommes et 2 femmes, se retrouvent dans une gare parisienne avant leur départ pour un voyage officiel en Belgique, présenté d'emblée comme un événement politique et médiatique extraordinaire. Un court péritexte situé au début du roman le désigne comme Uchronie. En 1970, une révolution renverse le pouvoir aux Pays-Bas. L'année suivante, elle s'étend à la Belgique puis au Luxembourg. L'ancien Benelux est aujourd'hui, au cœur de l'Europe, le pays le plus fermé du monde. Les personnalités rassemblées par Gould, hommes de médias très puissants, semblent avoir comme point commun leur engagement féministe. La plus virulente étant la jeune Capucine Lotte, donnée comme une ambitieuse et une fanatique idolâtre de la bergère, dont nous ne savons pas à ce stade ce qu'elle est. Championne pour démasquer la misogynie qui sommeille, le préjugé sous chaque opinion. Elle s'indigne lorsque l'Anglois, le premier arrivé à la gare avec elle, évoque une possible déception par rapport à ses représentations de l'Empire, dont nous apprenons que la souveraine est Judith. Alors évidemment, l'intertexte et puis la résonance mythique, c'est la figure biblique, ses innombrables décapitations, castrations, mais aussi qu'il a fermé ses frontières à tous les étrangers, y compris les dirigeantes des organisations sœurs. Peu à peu, le lecteur comprend que la révolution à l'origine de cette fermeture de la Belgique a été conduite par des femmes, ce qui réactive la première séquence du mythe amazonien, la sécession, la prise des armes et la constitution d'une communauté, ici donc un état de femmes. Le projet romanesque répond en quelque sorte à la question de ce qui se passerait si les rapports de domination entre sexes s'inversaient totalement, le genre de l'Uchronie permettant aux romanciers de constituer la Belgique en laboratoire fictionnel d'une telle inversion. Les Assoiffés est loin de montrer la conquête du pouvoir par les femmes comme l'heureuse réalisation d'une utopie émancipatrice, alors même que le mythe amazonien féminin est très sollicité. Il s'agit au contraire d'une véritable dystopie, mais aussi donc d'une farce, l'empire des femmes conduit par sa bergère, ayant tous les traits d'un régime totalitaire, corrompu et meurtrier, régime dont un épilogue nous apprend qu'il s'est effondré, à la suite d'un coup d'État, quelque temps après la visite des Français en Belgique. On a un temps calendaire malgré tout très indéfini. Le roman multiplie les contrepoints, opposant 2 images. L'image idéalisée de l'Empire, construite pour le peuple tout entier, avec la télévision d'État qui diffuse toujours les mêmes documentaires sur la Révolution, des cérémonies commémoratives grandioses, etc., et imposée aux visiteurs étrangers qui ne découvrent la Belgique qu'à travers des visites parfaitement orchestrées. Certains des visiteurs les accueillant avec enthousiasme, il y a même une des femmes qui va demander à être accueillie en Belgique, d'autres avec scepticisme. Et une image dégradée de cet idéal que produisent notamment les extraits du journal d'Astrid, qui alternent avec le récit principal et nous montrent la vie des gens ordinaires, puis celle des élites, lorsqu'elle est sélectionnée pour être une des porteuses du cadeau offert à Judith, alors cadeau qui est une énorme statue d'un mâle, très viril, etc., le cadeau consistant à offrir à Judith en fait un petit maillet avec lequel elle va casser le sexe de l'homme. Bon. Donc, elle est ensuite installée dans l'un des palais de l'Empire avant de devenir la favorite éphémère de la bergère. L'épilogue nous apprendra que, sa faveur passée, elle aura été exécutée avec ses filles. L'usage de la focalisation interne permet enfin de montrer les réactions des différents personnages soumis à la propagande, comme le carnet de l'Anglois, et l'épilogue achève d'en détruire tous les effets. Le roman actualiserait donc, si l'on considère la dynamique de la fable, qu'il construit le mythe amazonien, le mythe masculin des Amazones, avec son mouvement de conquête du pouvoir, l'effroi suscité chez les hommes par la peinture du système politique qui en découle, et là ça rejoint finalement le même schéma, les enfants mâles sont éliminés ou élevés pour devenir des larbins, c'est une fonction dans la société, les hommes y sont incités au reniement idéologique de leur virilité et l'offrande de leur partie génitale, contraints à faire des séjours dans un système des camps de rééducation, où ils doivent par exemple s'humilier devant les femmes, l'hétérosexualité est interdite. L'Empire rêve même à un système de reproduction où les gamètes mâles ne seraient plus nécessaires. On retrouve aussi actualisé le second mouvement du retour à l'ordre avec la destruction de l'Empire et l'exécution de la bergère, qui rappelle d'ailleurs l'exécution de Ceausescu. Enfin, les intertextes et puis les références politiques sont très très nombreuses dans le roman, d'après le romancier lui-même.
Un ordre qui pourtant, et là c'est intéressant, n'est pas l'ordre patriarcal. Ce sont en effet des femmes qui ont fomenté le coup d'État, ce qui ouvre finalement un horizon politique beaucoup plus incertain et brouille un petit peu cette fable du retour à l'ordre patriarcal. Le genre féminin du mythe n'apparaît associé qu'au discours de propagande, à la mythologie politique mise en œuvre pour servir le pouvoir en place, dissimuler ses abus et ses crimes, la célébration sans cesse rejouée de la Révolution ayant perdu tout pouvoir émancipateur auprès de femmes qui sont par ailleurs totalement privées de liberté. Liberté de parole, liberté sexuelle, liberté de mouvement. Et si le mot sœur est l'un des éléments de langage utilisés pour désigner les femmes de l'Empire et appelé à la concorde, à la vie communautaire, il n'est qu'un mot dans ce système fondamentalement inégalitaire où la caste dominante jouit de privilèges exorbitants et où les autres souffrent dans la peur, manque de nourriture, de médicaments, dénonciation, arrestation, exécution, etc. Tout y passe. Le retournement de l'utopie sororale et égalitaire en dystopie joue à plusieurs niveaux. Astrid, qui vit dans un pavillon individuel depuis la naissance de Judith, sa seconde fille, alors l'année de l'anniversaire de Judith, toutes les filles ont dû s'appeler Judith, a d'abord vécu dans un appartement sororal. Et si elle admet que sur le principe, elle est bien sûr, j'ai presque fini, est bien sûr partisane de ce mode de vie, qu'elle s'est déprise de mauvais réflexes grâce à lui, sentant son lien avec les autres femmes, ses sœurs, dans la pratique, cette vie collective était infernale. La sororité comme vertu politique ou sociale apparaît donc mise à mal par une réalité qui en montre les limites de manière cocasse ou cruelle. On apprend ainsi dans l'épilogue qu'après le coup d'État ayant éliminé Judith, on rouvrit les zones de non-droit où des communautés de femmes volontaires vivaient en autarcie, alors ça peut être effectivement ces communautés séparatistes, pour démontrer par l'expérience que les femmes, sans les hommes, adoptent naturellement des comportements pacifiques. La plupart s'étaient en fait entretués. Pour conclure, je dirais que la force de ces romancés est d'avoir su faire jouer les deux genres du mythe amazonien, le masculin qui s'est élaboré dans le monde grec, le féminin qui s'est développé plus tard par contestation et renversement idéologique du premier, et d'inscrire pleinement leurs deux fictions dans l'histoire de la réception du mythe. La sororité amazonienne est présentée dans le roman de Michel comme une réponse possible à l'état du monde, un monde en crise et en ruine où les lieux comme les anciennes configurations sociales ont permuté. Une réponse fragilisée par la précarité de cette vie nomade, autant que par les aspirations individuelles, portées ici par Penthesilée, qui veut aimer Achille comme son égal pour combattre avec lui et non plus contre lui. Leur destruction à tous deux semble donner à leur amour le statut d'une utopie, d'un non-lieu, à l'heure où hommes et femmes se sont séparés sans désir de retour. Le roman de Kérini recycle la femme amazonienne dans une uchronie dystopique qui assimile l'empire des femmes à un état totalitaire décimant et asservissant la population masculine, affamant, brutalisant, terrorisant et embrigadant le peuple des femmes, tandis que les élites ont tous les passe-droits. Dans ce contexte, la sororité n'est qu'un mot brandi pour galvaniser les foules et contrôler le mode de vie des femmes dans l'Empire, mais aussi pour diffuser à l'extérieur, au-delà des frontières fermées, un modèle politique destiné à fasciner et leurrer les organisations sœurs. Ce roman, quelque peu provocateur, et Kérini l'assume tout à fait, actualise pourtant le mythe masculin avec une certaine distance, et sa fable ne condamne pas le modèle politique sororal, ou ne le condamne que dans la mesure où il s'est perverti en un modèle politique totalitaire. Et donc je vous rejoins tout à fait sur la question que le vrai problème, c'est le pouvoir, c'est l'exercice du pouvoir. Donc modèle politique totalitaire qui, même renversé, continue à faire rêver les centaines de milliers d'admirateurs dans le monde, indifférents aux crimes commis. Bernard Kérini suggère-t-il ainsi qu'il est bien conscient qu'aucune dystopie ne viendra à bout de l'utopie d'un monde où les rapports de domination entre sexes seraient inversés, parce que c'est aussi une utopie émancipatrice et nécessaire. L'Empire a ainsi édifié un mémorial pour les femmes assassinées par les hommes depuis l'origine de l'humanité, et où chaque rondin indique une fosse commune imaginaire. Et donc, je suis aussi d'accord avec vous sur le fait que le poétique, finalement, l'emporte sur la fable, à bien des égards. Parce qu'on a quand même, en tant que lecteur ou lectrice, un certain bonheur à voir ces renversements dans le détail. Voilà, je vous remercie.